Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau Média 24 que nous enregistrons à partir d'Al Phosphate à Marrakech, en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Nous sommes aujourd'hui avec Si Karim Rinaoui. Si Karim Rinaoui, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes Ça va? économiste, vous êtes un ancien de la Banque mondiale, ça tombe, c'est plein d'à propos, un ancien de Banque Maghreb, vous êtes aussi président du Policy Center for the New South et vous êtes doyen de la faculté de gouvernance, de sciences économiques et sociales de l'université Mohamed VI. Alors, première question, le M6P comme on dit. Alors le PCNS est l'un des principaux think tanks appartenant, enfin, qui porte la plateforme africaine pour la réforme de l'architecture financière Oui. mondiale, l'un des thèmes clés de ce qui est en train de se passer ici à Marrakech. Alors quelles sont les attentes du continent? Comment on peut les qualifier? Elles Question sont, très vaste. elles sont nombreuses, mais elles sont assez précises. En réalité, au-delà des questions de voix et de représentation, si vous voulez, qui font appel à des principes un peu moraux, suis-je bien représenté le nombre d'administrateurs que l'Afrique a au conseil d'administration? Je vous rappelle que le conseil d'administration de ces institutions sont des conseils d'administration exécutifs qui sont très impliqués dans le management. Donc ils se réunissent au moins 2 fois par semaine et qui passent les projets, etc. Donc c'est important. Ce n'est pas des conseils d'administration, si vous voulez, distants du management. Ce que demande l'Afrique, en fait, il faut rappeler que ces institutions sont légitimes et vues comme étant légitimes et utiles. À la fois la Banque mondiale sur le financement du développement, donc à long terme, et le Fonds monétaire comme mécanisme d'assurance collective de gestion des crises. Il n'y a pas de remise en question de ces institutions fondamentalement. Ce qu'on défend nous et ce que souhaitent la plupart des pays africains sont des institutions donc plus fortes, plus larges, avec des capacités de financement, en particulier sur le long terme, donc la Banque mondiale, démultipliée. En fait, beaucoup de pays ont besoin de financement plus élevés, en fait. Donc il faut une Banque mondiale plus grosse, plus musclée. Donc ça suppose des injections dans le capital, de faire grossir ces institutions. Et donc ça suppose que les principaux actionnaires, les pays du G7 en premier, et la Chine en particulier, l'Inde également, augmentent leurs contributions. D'accord. Donc l'enjeu, c'est un petit peu celui-là, de la même manière pour le Fonds monétaire, un fonds monétaire qui puisse davantage financer en termes de gestion de crise, être plus actif dans la résolution des problèmes de dette. Et donc ça suppose des éléments de dons également. Et là aussi, donc, il y a une question de ressources. Donc au-delà de la question assez technique, si vous voulez, de type d'instruments, etc., pour simplifier, c'est ça l'enjeu, en fait. Est-ce qu'on peut considérer dans le contexte géopolitique et géoéconomique aussi que nous traversons, nous en reparlerons, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de ces assemblées annuelles sur le plan économique mondial? Est-ce qu'il y a un bouleversement qui pourrait être attendu ou un changement de paradigme ou d'approche? Ces réunions se tiennent depuis des décennies, chaque année, Mais le 2 fois contexte est par an. différent. Oui, mais n'attendez pas de révolution. C'est-à-dire, chaque année, on prend le pouls de la croissance mondiale, on partage des appréciations. Il y a des rapports qui sont sortis à cette occasion, notamment le World Economic Outlook du Fonds monétaire, qui donne un peu les perspectives. Le message principal, c'est un ralentissement de l'économie mondiale, une inflation qui reste assez élevée, en baisse, mais qui reste tout de même assez élevée, qui ne revient pas au niveau des cibles que se sont fixées les banques centrales, en particulier celle de 2% pour les pays avancés, pour parler rapidement, et une Chine en ralentissement, donc qui a un impact fort sur le ralentissement économique mondial, des mesures protectionnistes en explosion, qui ont été multipliées par 3 ou par 4 ces dernières années. On a eu la chance d'avoir la directrice de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi, qui est passée ici dans nos événements, nous disait que les restrictions commerciales sont passées en gros de 1000 à 3000, nombre de restrictions imposées par les pays. Donc évidemment, ces tensions géopolitiques affectent la globalisation, la mondialisation qu'on a longtemps cru comme étant heureuse, et qu'avec une forme de convergence de tous les pays vers une ouverture au commerce, etc. Donc, et puis il y a les chaînes de valeur qui peuvent être pour des raisons aujourd'hui d'autonomie stratégique dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des puces, dans le domaine
dans certains domaines considérés comme étant stratégiques, un besoin d'autonomie stratégique des pays qui aussi créent des frictions sur le commerce international et qui ont... donc il y a beaucoup de risques, si vous voulez, à l'horizon. Il y a beaucoup d'endettement aussi. Beaucoup de pays sont sortis de cette succession de chocs depuis 2007, pandémie, matières premières, Ukraine, etc. Les dettes publiques ont augmenté. La situation n'est pas catastrophique. Il y a certains pays qui sont en cessation de paiement. Et on est en train de tester des nouveaux mécanismes de résolution de ces dettes. La Zambie étant un exemple qui est cité, dans laquelle les pays, si vous voulez, du Club de Paris arrivent à s'entendre avec la Chine. Et en réalité, les choses sont assez simples. C'est qui accepte des décotes de sa dette et qui paie, si vous voulez. C'est ça l'enjeu de la discussion. Alors, ça restera. Quand on parle de la réforme, c'est un terme, un concept technique plus ou moins nouveau. On peut dire des choses comme ça. Cette notion de réforme de l'architecture financière mondiale, en quelques mots, c'est toutes ces composantes, en fait. C'est les mécanismes de résolution de la dette, c'est le rôle du Finance Stability Board qui s'occupe de stabilité financière, les grandes règles prudentielles qu'on impose au système financier, c'est la surveillance macroéconomique opérée par le Fonds monétaire, c'est les systèmes de paiement, les systèmes SWIFT qui vous permettent... Oui. Tout ça constitue, si vous voulez, ce qu'on appelle l'architecture financière internationale. Et en fait, c'est la plateforme de coopération mondiale sur les questions financières et internationales. C'est l'aide au développement, donc le rôle de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique. Les Africains, le continent, on reviendra toujours à l'Afrique, oui. Le continent, est-ce que les pays africains ont mis en place un narratif qui pourrait servir à leur propre intérêt? En fait, la question qui se pose, c'est que ce système, cette architecture financière internationale, avec à son centre le dollar, évidemment. Oui. Hein. C'est les moyens de paiement qui libellent les échanges internationaux, etc. Aujourd'hui, ce sont des institutions, en particulier les institutions de Bretton Woods qui nous intéressent, qui se sont réunies ici, qui ont été créées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des idées magnifiques sur les principes, sur l'intuition qu'il y a derrière. C'est-à-dire, réunissons-nous dans une banque de développement qui est une coopérative internationale pour aider au développement. Ayons un mécanisme d'assurance collective qui est le Fonds monétaire. Ce sont des belles idées. Avec les systèmes de réserve à l'époque, vous vous souvenez, c'était les talons or, etc. On en est sorti bien plus tard, dans le début des années 70. Donc tout ça constitue cette architecture qui est quand même très marquée donc, par les leaders des pays du G7, en gros, vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont organisé ce monde. Aujourd'hui, les tensions géopolitiques, la réorganisation du monde, le désordre un petit peu, la remise à plat de l'ordre international, du droit international également, et de sa place dans la régulation globale, la gouvernance mondiale. Ces institutions ne sont pas immunes de ces débats, et il y a des demandes d'évolution. Elles sont d'abord portées par les pays, les grands pays émergents, en particulier la Chine. D'accord. Alors, il y a une question... Mais aussi l'Afrique, bien sûr. Je sens que ça va vous parler, cette question. En fait, je n'avais pas l'intention de vous la poser, mais je vous la pose quand même. La différence entre le Sud global, et le Nouveau Sud. Alors, le Sud global, c'est peut-être, je le définirais comme ça, et c'est un peu l'intuition qu'on a eue quand on a créé le Policy Center. On a appelé Nouveau Sud il y a quand même quelques années. Une bonne intuition, en fait, je crois. Que le Sud global, c'est un peu un front anti, quelque part. Anti-Occident, voilà, G7, avec les grands pays émergents. Et peut-être que le BRICS est en train d'évoluer, le groupement des BRICS est en train d'évoluer sous la houlette de ces grands émergents, en particulier Russie-Chine, qui propage un narratif anti-Occident, etc., accompagné d'un certain nombre d'autres pays qui viennent de rentrer dans les BRICS. Certains pour des raisons peut-être ponctuelles et d'autres pour des raisons plus profondes idéologiques. Donc le Sud global, ce serait un petit peu ça. Le Nouveau Sud est très bien représenté par un pays comme le Maroc, en fait, un pays du juste milieu. Pas dans le conflit, qu'il soit pas dans l'antagonisme. Mais qui veut coopérer avec tout le monde. Qui est là. Oui, et qui veut coopérer avec tout le monde, avec ce Sud global et ce vieux Nord, entre guillemets, ou ce Nord global, si vous voulez, en tout cas, pays de l'OTAN plus. Vous avez l'Amérique latine qui est dans une posture de cette nature, qui n'a pas d'ennemi fondamental, qui n'a pas d'idéologie qui remplacerait l'idéologie communiste, si vous voulez. Donc ce Sud global, ce serait un substitut un peu à l'idéologie du passé communiste qui s'opposait. Nous, on est un Nouveau Sud bien dans sa peau, à l'aise dans ce nouveau monde qui s'ouvre, décomplexé,
avec de plus grands espaces qu'on est en train de saisir. Et le Maroc est vraiment, et je crois que c'est ce qui... ça, on a organisé une trentaine de panels ici, et donc on a pu prendre quand même la température, prendre le temps de discuter, etc. Le Maroc représente bien ce nouveau Sud, un pays modéré, ouvert, sage, raisonnable, pays du gouvernement raisonnable, d'un gouvernement des affaires internes et du monde raisonnable, qui est... d'ailleurs pour ça que notre candidature pour organiser ces réunions a été couronnée de succès, ou pour ça qu'on organise aussi la Coupe du Monde, parce qu'on n'est pas... un peu équidistance. Voilà, une forme de consensus, mais pas mou, qui défend ses intérêts, qui est engagé aussi avec une voix portée par Sa Majesté, qui porte sur les affaires du monde, qui est sur la manière de voir le rapport à l'autre aussi, qui suscite un intérêt vraiment, vraiment fort. Il y a pas, et c'est un peu ça, je dirais, le Nouveau Sud, très, très bien représenté par notre pays. On peut penser à d'autres, en Amérique latine probablement, ou dans d'autres pays en Afrique, qui ne cherchent pas à être dans ces deux composantes opposées un petit peu idéologiquement. C'est pas par chauvinisme ou patriotisme, ça va être compliqué de trouver un pays qui soit aussi consensuel que le Maroc. Il y en a. Il faut, je crois, être modeste et humble. Être bien avec les différents bords. Oui, vous pouvez penser, il ne faut pas faire une liste ici, mais il y en a. Et puis on est bien dans la communauté internationale, on a envie de garder des relations avec l'ensemble de ces blocs, ne pas prendre parti. Beaucoup de pays n'ont pas envie de prendre parti. C'est un petit peu aussi le vote de la résolution aux Nations Unies, la première résolution sur l'Ukraine, qui n'a pas été bien compris, mais dans laquelle il y avait un petit peu de ça aussi. Une volonté de dire ne nous prenez pas à partie, au-delà de la tristesse des événements, etc. L'idée commence à faire son chemin chez les pays de comprendre qu'il y a des pays qui ont envie de rester bien à égale distance, à équidistance avec les deux. Voilà, c'est pas simple, ça va être complexe, et puis tout ça va commencer à se réorganiser, je crois aussi. Progressivement, on commence à voir un certain nombre de touches se préciser. Évidemment, ce ne sera pas sans difficulté, sans friction, sans conflit ouvert, comme on peut voir. Donc tout ça n'est pas... Alors quand vous parlez des événements qui ont été organisés ici, donc dans le phosphate, par le PCNS, co-organisé par le Policy Center for the New South. Alors, je prépare mes entretiens, mais là, c'est tellement technique que vous allez me permettre de lire ça. Donc, en marge de ces événements de Banque mondiale et FMI, il y a eu donc la co-organisation entre le PCNS et l'Emerging Markets Forum de la 16e édition des Global Meetings à Marrakech. Le thème, c'est tout un thème, améliorer la gouvernance pour lutter contre le changement climatique, les inégalités et la fragmentation mondiale. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi le Marrakech Economic Festival en collaboration avec le Inventing Bretton Woods Committee et la CET. Et donc la CET qui organisera avec le PCNS demain, samedi, aujourd'hui samedi, un événement demain samedi sur le thème Africa's Agenda for Global Financial Architecture Reform. C'est votre question de tout à l'heure, tout ça. Hein. Voilà. Alors, donc, sur tout ce qui va être organisé, quelles seront les principales idées débattues? Vous en avez parlé, mais quelles seront les conclusions que vous attendiez à tirer, moi, je ne suis pas... Je voyais où je voulais en venir. Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous savez, il faut discuter, échanger, se convaincre, écouter les autres, en tirer des choses pour soi-même, être dans le débat. Des choses concrètes, c'est par exemple comment augmenter le capital de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, que faire des droits de tirage spéciaux, est-ce qu'on peut les utiliser pour augmenter le capital de la Banque africaine de développement, pour augmenter sa capacité. On a des choses extrêmement concrètes, des propositions en fait qui sont certaines qui viennent de nous, certaines qui viennent d'autres. Enfin, il y a une coalition qui se dessine, si vous voulez. On est avec près de 30 think tanks en fait dans une alliance et qui pousse un peu, qui pousse à ces réformes-là. On a publié beaucoup de papiers, donc des propositions concrètes. Vous les trouvez pour vos lecteurs sur notre site internet. Par exemple, la création d'une Green Bank, qui serait un offspring, si vous voulez, de la Banque mondiale, mais pas dans la Banque mondiale, parce que les auteurs de ce papier chez nous considèrent que la Banque mondiale n'est pas prête, n'est pas organisée pour gérer de manière assez massive le financement du secteur privé. Donc il y a des idées assez concrètes
de ce point de vue-là. On est contre aussi l'idée de transformer la Banque mondiale en une banque de financement pour la transition climatique. Elle doit faire ça, mais pas seulement. Ça doit rester une banque de développement pour l'Afrique. Donc ces idées-là flottaient à un moment donné. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont un peu enterrées. Donc tout le monde a un petit peu combattu ça. Donc il y a des mesures assez concrètes de ce point de vue-là. Il y a aussi des questions de coordination des politiques macroéconomiques à l'échelle globale. Quand les pays avancés, notamment les États-Unis, bougent leur taux d'intérêt, vous voulez, tous les flux de capitaux derrière sont impactés. Le coût de la dette, les intérêts que vous devez payer sur vos dettes qui sont à taux flexible, à taux flottant, augmentent, mais les nouvelles dettes que vous devez contracter pour faire ce qu'on appelle le rollover de la dette existante, le coût augmente, etc. Tout ça doit être coordonné. Il y a eu des tentatives de coordination dans le passé. Elles se font aussi au niveau du G20, donc le G20 est extrêmement lié à ces deux institutions. Donc voilà, si vous voulez, il peut y avoir des mesures très concrètes, un peu techniques, qui ne sont peut-être pas le lieu d'en parler, mais on a des mesures concrètes. Et puis, c'est aussi peser dans la discussion, c'est-à-dire c'est aussi de l'influence pour peser sur la décision des decision makers. C'est pour ça que Policy Center, depuis 7 à 8 ans, a systématiquement contribué des papiers avec des propositions dans le cadre du processus qui accompagne les G20. Donc, par exemple, sur le G20 présidence indienne, l'actuel, nous avons contribué 4 papiers sur ces sujets-là. On a aussi travaillé sur les questions de financement d'infrastructures pour l'Afrique, comment le faire, de quelle manière organiser le financement d'une manière qui corresponde aux besoins de l'Afrique, qui corresponde à leur structure financière. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la Banque mondiale, ces organismes et ces instances multilatérales ou organismes financiers globaux, on va dire, c'est le terme tendance actuellement, n'avaient pas tellement l'habitude, il y a, on va dire, un peu plus d'une décennie, d'être un peu bousculés par ce nouveau Sud qui pousse. Alors, il y a toujours eu, mais là, ça se ressent. Parce qu'il ça. Bon, en fait, elles sont les caisses de résonance aussi des rapports et des tensions géopolitiques globales et la tension qui, depuis 90, si vous voulez, fin du mur de Berlin, qui symbolise depuis qu'on a décrété une nouvelle organisation, a redémarré. Ces conséquences ont mis quand même 30 ans à vraiment se faire sentir dans l'ordre international avec la montée en puissance de la Chine. Donc ce que vous retrouvez, c'est tout de même les tensions États-Unis-Chine qui affectent aussi la gouvernance de ces institutions. Mais c'est quand même au-delà des tensions États-Unis-Chine, effectivement, qui sont des tensions globales, on va reprendre le terme. Oui, mais elles affectent concrètement ces institutions. Hein. C'est-à-dire, par exemple, sur la dette, il y a des grandes discussions. Qu'est-ce que les Chinois... Parce que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont de la dette chinoise, bilatérale, et ont des dettes des institutions multilatérales, Banque mondiale, Fonds monétaire, des privés, et des autres bilatéraux qui se trouvent dans le club de Londres ou le club de Paris, où ils se sont organisés. Les Chinois sont un peu en dehors, n'ont pas rejoint le club de Paris, par exemple. Donc, sur les mécanismes de résolution de la dette, ils disent qu'il faut aussi que les institutions multilatérales, par exemple, aient des haircuts sur leurs dettes. Ce que ces institutions ne peuvent pas avoir. Vous voyez, donc, il y a des décisions très, très concrètes. Ils ont créé 2 institutions financières, la New Development Bank et la Asian Infrastructure and Investment Bank, d'accord, qui sont un peu sur le modèle de la Banque mondiale pour financer du développement. Mais bien sûr, bien sûr. Les Américains viennent d'annoncer Rares sont les personnes qui acceptent de répondre à ça en disant bon, c'est peut-être trop tôt, on n'en sait rien, ça ne vaut pas grand-chose. C'est déjà là. C'est déjà là. Il y a une compétition entre les deux blocs financiers. Mais je vous ai donné un exemple complet. Sur le mécanisme de résolution de la dette, par exemple, la Chine doit venir un peu dans cette communauté internationale, à mon sens, je pense, sans avoir d'opinion particulière sur ces tensions, mais parce que ces résolutions de dette ne peuvent se faire que dans un cadre coopératif, si vous voulez, donc multilatéral. Nous, on croit dans le multilatéralisme. C'est quelque chose qu'on soutient, que le Maroc est un pays très engagé par rapport à ces règles globales, qui sont les seules règles globales pour vivre ensemble pacifiquement. Il nous faut bien se mettre d'accord. Donc pour revenir à ça, les États-Unis viennent d'annoncer, ça n'a pas été approuvé par le Congrès, mais le président vient d'annoncer une augmentation, la volonté d'augmenter le capital de la banque, donc de mettre, si vous voulez, des fonds pour, n'a pas suivi. dans un certain nombre d'instruments. Non, c'est en cours.
Donc ça, c'est une manière de renforcer l'attractivité de ces institutions pour nous, pays du Sud. Donc c'est dans ce jeu de chat et de souris qui se joue, voilà aussi quelque chose de très concret. Les institutions de Bretton Woods, elles sont quand même très marquées par les pays du Nord. C'est un peu leurs institutions, entre guillemets, même si ce sont des coopératives. Ils ont intérêt en... La demande africaine, comme je vous l'ai dit au départ, c'est d'avoir des flux de financement plus élevés de ces institutions-là. Mettre des fonds supplémentaires, c'est tout de même répondre à ces besoins, à cette demande africaine. Donc il y a des questions aussi maintenant, dans un monde ouvert de cette nature, de séduction. Voilà. Il faut nous séduire. J'étais en train de réfléchir à l'expression de terrain de chasse qui serait l'Afrique. Il faut nous séduire. Alors voilà. Ça ne peut pas être autoritaire, si vous voulez, ou coercitif. Là, ça doit jouer sur la séduction. Un peu affective. Voilà. Ça doit être parler la séduction. aux gens le langage qu'ils comprennent. Oui, et le langage qu'ils acceptent. Vous nous dites la Banque mondiale, si vous, principaux actionnaires de la Banque mondiale, vous la tuez, ben, c'est vous. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Quelle est l'alternative? D'autres proposent des mécanismes de financement alternatifs. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez? Entre le réchauffement climatique, entre la transformation des ressources minières, etc. Est-ce qu'on peut considérer, ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a déjà des nouvelles lignes, des nouvelles aides qui pourraient être proposées spécifiquement à l'Afrique en tant que... C'est ça le sujet. On va voir. Je viens de vous dire que le principal actionnaire qui a une majorité, y compris de blocage dans ces institutions, vient d'annoncer la volonté d'en renforcer le capital. Il y a plein de discussions sur l'attribution des droits de tirage spéciaux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc oui, et je pense qu'ils sont en train d'évoluer et d'écouter et de comprendre. Mon sentiment. En train de se faire. Oui, je pense que Marrakech marque un petit peu ce turning point peut-être, à voir, mais à confirmer. Mais ce turning point d'une évolution vers une plus grande écoute et la prise de conscience que ces institutions sont importantes pour l'Afrique, que les Africains y tiennent, parce qu'elles peuvent être utiles pour accompagner leur développement, qu'on en a besoin. Si on ne les avait pas, il faudrait les inventer, en fait. C'est deux instituts, deux mécanismes, l'assurance collective en cas de crise, le Fonds monétaire, déséquilibre de balance des paiements, crise de change, et la Banque mondiale sur le financement à long terme, avec bien évidemment derrière aussi les banques régionales de développement qui font partie de cette discussion, qui sont un peu plus petites évidemment, la Banque africaine notamment pour nous ici en Afrique, ou les bilatéraux également, puisque beaucoup des pays avancés ont des institutions bilatérales de financement du développement également. Donc tout ça, ça constitue ce monde, un peu cette architecture dont on parle, avec les règles comptables, les règles prudentielles. C'est très intéressant de vous écouter parce que, au-delà de vos fonctions de doyen ou de président du PCNS, vous êtes économiste, et donc à vous entendre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans un contexte mondial, géopolitique et géoéconomique assez bouleversé. Mais tout à l'heure, ce sera la dernière question, c'est Karim, vous parliez donc de mesures protectionnistes qui sont en train de monter en puissance, et donc en parallèle, on va parler d'une sorte de déglobalisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette tendance qu'on peut aller sur ce chemin-là? Les papiers qui sont publiés, les études fines, si vous voulez... Il y a beaucoup de déglobalisation, dédollarisation, il y a une volonté de certains qui poussent ce Sud global sur la dédollarisation, par exemple. Voilà un hiatus un petit peu, par exemple. Mais sur la déglobalisation, je n'y crois pas trop, parce qu'on ferme en Chine, mais les Chinois vont fabriquer au Vietnam ou au Bangladesh, ou à côté, si vous voulez, des produits... Ça me paraît extrêmement compliqué. En revanche, il y a sur des points très précis, effectivement, la volonté de s'assurer pour les pays de ne plus dépendre sur certains produits stratégiques d'un pays ou d'un autre, et donc de rapatrier un certain nombre de chaînes, de morceaux de chaînes globales de valeur ou l'ensemble des chaînes dans des pays amis. Donc c'est comme ça qu'on a parlé de nearshoring, de friendshoring, d'ally shoring. Une évolution sémantique. Mais tout ça est organisé aussi par les entreprises. Il faut faire attention. Les États peuvent vouloir ce qu'ils souhaitent, mais s'ils demandent aux entreprises de réorganiser, il y a des questions de coûts, il faudra subventionner, etc. Et par exemple, les États-Unis qui ont demandé à les Taïwanais de fabriquer des puces sur leur territoire. Il y a là-dessus des restrictions très fortes même, des interdictions d'exportation de certaines technologies, notamment entre les États-Unis et la Chine aussi. Donc, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de déglobalisation. Pas encore. Pas du tout. Je ne crois pas.
c'est plus tendu, c'est plus de friction. Il y a sur certains produits, comme je vous le disais, des restrictions. Mais le commerce a été à l'origine d'une croissance très importante. Beaucoup de pays aussi y sont attachés. Et la manière dont les processus productifs s'organisent, ce sont des chaînes découpées, organisées au travers de beaucoup de pays. C'est extrêmement complexe à détricoter. Même les États-Unis ont eu des messages plutôt rassurants. Les dernières visites qu'il y a eu en Chine notamment sur ces aspects-là. Mais sur certains produits, certains aspects, c'est clair qu'il n'y aura pas... il y a un avant et après, ça c'est certain. Alors, je me suis trompé tout à l'heure, ce n'était pas la dernière question, c'était l'avant-dernière. La dernière est celle-ci. Prospective, un peu de prospective, comment? Question encore une fois très globale, je sais que vous êtes un Africain, un africaniste. Comment vous voyez l'avenir de l'Afrique dans les 10-15 prochaines années? Je vous aurais posé cette question il y a 3 ans, vous m'auriez fait une réponse. Je vous la pose maintenant avec tout ce qui est en train de se produire sur la scène internationale, les scènes internationales. La situation, force est de se constater, s'est détériorée, puisque vous avez une situation extrêmement fragile dans les pays du Sahel. En fait. La situation du point de vue macroéconomique dans beaucoup de pays s'est aussi dégradée, avec un espace fiscal de politique budgétaire plus étroit. On en parlait, augmentation des dettes, ce n'est pas catastrophique. Certains pays sont en situation de restructurer leurs dettes. 3 pays, me semble-t-il, de mémoire. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une telle marge de progrès avec des politiques économiques appropriées qu'on ne peut être que positif sur l'avenir. Mais ça supposera de faire des réformes sérieuses, de réorganiser la gouvernance, d'avoir de la stabilité politique, parce que sans stabilité politique, sans paix, sans sécurité, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a des vrais sujets qui se posent sur les 5 pays, sur les 4 pays du Sahel qui ont connu des coups d'État, sur comment s'organiser, comment vivre ensemble en fait. Donc si vous ne réglez pas ces problèmes de base, ce sera très compliqué. Des pays qui ont des très bonnes performances. N'oublions pas que la croissance mondiale a diminué, comme on disait au départ, donc l'environnement international est moins porteur pour ces pays-là. Mais bon, il y a des opportunités simples, et puis de ce qu'on appelle la phase de rattrapage, donc en organisant l'urbanisation, les grandes infrastructures, vous aurez une réponse très rapide des économies et une forte croissance avec la dynamique démographique. Donc les stratégies de croissance pour les pays à bas revenus de l'Afrique sont plutôt claires. Il y a à mettre en œuvre. C'est moins complexe que pour un pays à revenu intermédiaire comme le Maroc, qui doit passer vers une économie de l'innovation, qui demande un capital humain plus formé, etc. Donc globalement plus positif, mais vigilant. Vigilant et encourager les pays à faire des réformes, à s'organiser au plan de la gouvernance également, ce qui est fondamental. On va rester sur cette note positive de conclusion, note positive conditionnelle, mais note positive voilà, quand même. Merci. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de gouvernance de sciences économiques et sociales de l'UNEP-6P et vous êtes aussi président exécutif du PCNS. Merci Karim Einaoud d'avoir répondu aux questions. Merci, c'est Aziz. Au plaisir. Merci.